L'IS loufoque est harcelé sur Internet par des militants de la France insoumise suite à son annonce de rejoindre la liste d'Emmanuel Grégoire à la mairie de Paris. Emmanuel Grégoire, je vous le rappelle, candidat PS à la mairie de Paris en alliance avec le PCF, l'Après, les écologistes. Et l'IS loufoque avait été candidat aux législatives pour la France insoumise à 2 reprises, en 2024 et un petit peu plus tard lors de législatives partielles à Grenoble. Peut-être qu'on en reparlera. C'est aussi un militant sur les droits des enfants et particulièrement sur les droits des enfants placés. On va en reparler aussi. Suite à son annonce de rejoindre la liste PS, forcément, ça a créé énormément de remous car il y a beaucoup de gens en France qui sont en mode plus jamais PS comme nous. Et ça soulève tout un tas de questions. On va pouvoir parler de plein de choses. Comment militer? Dans quel parti s'insérer? Qu'est-ce que le cyberharcèlement dans le cadre politique? Comment on peut l'instrumentaliser? Pour tout ça, j'appelle mon ami Chris. Chris, comment ça va? Es-tu prêt à ce que nous écoutions une victime des zinzins soumis d'Internet? Bah oui, évidemment. Bon, ton introduction, elle est juste. Il y a effectivement aussi, tu sais, tout un truc derrière. On va le voir monter un peu en épingle dans cette fameuse guerre des gauches là avant les municipales. Et bah effectivement, ils utilisent ça au PS, le narratif, les méchants, la conflictualité, la violence en politique. Voilà, ça fait partie de leur jeu. Hein, ils jouent leur football. En face, les insoumis, va falloir que justement ils réagissent au bon niveau. Je pense pas qu'il faille se défendre ou quoi que ce soit. Je pense qu'il faut assumer à un moment donné une forme de radicalité. Mais en même temps, peut-être qu'il y a un sujet sur la façon dont les réseaux se comportent et notamment les réseaux les plus oppositionnels. Ça m'intéresse beaucoup de regarder ça parce que on a effectivement une forme de tension sur les réseaux sociaux à partir de sujets extrêmement politiques. Et vraiment, le sujet de passer d'un parti à l'autre, c'est quand même très tendu, surtout dans une période où on est les élections. Donc je trouve que le côté harcèlement, il est peut-être un peu excessif, mais c'est vrai qu'il faut qu'on traite, nous, la façon dont les réseaux oppositionnels de rupture, qui sont légitimement très méfiant, très engagé, parce que c'est quand même une des voies d'expression aujourd'hui face à toute l'arc, on va dire, médias mainstream, réseau institutionnel comme c'est le PS. Et on le voit, de toute façon, le PS là s'en sert très bien avec les médias mainstream pour pouvoir rester sur de la diabolisation, sur rejeter la conflictualité en politique, rejeter la violence verbale, tout ça. Donc ils jouent leur football. De l'autre côté, il faut qu'on arrive à rester dans la rupture, mais peut-être qu'effectivement interroger des pièges de communication ou des pièges dans lesquels les adversaires vont tenter de nous enfermer, comme on disait à l'époque, de nous nasser. Donc je trouve que l'affaire, elle est très intéressante parce qu'on rentre dans la vraie bataille. Là, c'est vraiment l'ouverture des débats, ça va être les municipales. Nous, on l'a dit, que ce serait la première bataille à gauche. C'est pour ça que notre campagne Plus jamais PS existe. Mais là, on va rentrer dans un an de conflit violent entre les deux gauches. Et donc, ça va se donner des coups dans tous les sens. Et il faudra soit les éviter, soit bien y répondre, quoi. Donc je trouve le sujet assez au cœur de ce qui va se passer sur les prochains mois. Totalement, totalement. Et donc, pour parler de tout ça, nous allons partir d'un article paru dans Le Parisien, le journal de Bernard Arnault, qui a sauté sur l'occasion pour pouvoir aller interroger l'IS loufoque, car l'IS loufoque a dû fermer son compte Twitter en disant qu'il subissait trop de harcèlement sur la plateforme Twitter et donc il a été contraint de le fermer. Et donc l'article s'intitule « LFI, c'est terminé, l'amertume de l'IS loufoque cyberharcelé après son soutien à Emmanuel Grégoire ». Tout un programme. Ouais. Après avoir soutenu Emmanuel Grégoire, l'IS loufoque subit un torrent d'attaques en ligne. Accusé de trahison par des militants LFI, le défenseur des mineurs isolés a supprimé son compte X et rompt avec le parti insoumis. Alors, je pense qu'il avait rompu avec le parti insoumis au moment où il a décidé de soutenir Emmanuel Grégoire, si je puis me permettre. Je suis d'accord. Voilà, et donc vous allez voir aussi le ton de l'article. Alors moi, il y a un truc qui me... On va en parler tout au long, mais moi, il y a un truc qui me chafouine un peu, c'est qu'il y a vraiment un ton pour parler de ce militant qui est quand même un militant aguerri, qui a de l'exposition médiatique, qui a vécu plusieurs campagnes législatives. Il y a une manière de parler de lui en l'infantilisant. C'est entre colère, tristesse et fatigue que l'IS loufoque répond à notre appel. Et pour cause, le militant pour les droits de l'enfant, qui soutient Emmanuel Grégoire dans sa candidature à la mairie de Paris, est la cible depuis plusieurs jours d'un torrent de violence sur les réseaux. Son tort, soutenir le candidat socialiste après avoir été investi par 2 fois par la France insoumise pour représenter le nouveau Front populaire aux élections législatives de 2024 dans le Val-de-Marne, puis l'élection législative partielle de 2025 dans l'Isère, 2 élections auxquelles il a échoué.
Alors, je me permets de rappeler un petit truc sur l'élection partielle en Isère, parce que c'est en sous-texte peut-être un petit peu le sujet qu'il y a là, dans ce dont on va parler, parce qu'il y a beaucoup de choses derrière cette histoire. Les législatives partielles en Isère, c'était qu'il y avait un député de Grenoble qui s'appelait Hugo Prévost. On a fait une vidéo dessus avec Padu au moment où ça a eu lieu. Hugo Prévost qui a été donc investi par la France Insoumise pour le nouveau Front Populaire, qui a gagné. Une circo qui n'était pas si facilement gagnable que ça d'ailleurs, donc c'était une vraie victoire électorale. Et on s'est rendu compte 2-3 mois après qu'en fait, il avait des casseroles au cul, notamment des casseroles de harcèlement moral, peut-être harcèlement sexuel. Il n'y a pas eu j'ai pas lu de nouvelles choses dessus depuis, mais en tout cas, quand il était dans des orgas étudiantes particulièrement, il aurait appliqué de la violence, etc. Et c'est des choses qui se savaient dans les milieux militants. Et donc, moi, j'ai du mal à penser que personne ne le savait en l'investissant pour les législatives. Bref, en tout cas, ce truc est sorti, ça a fait du foin, il a été obligé de démissionner. Et donc, il y a eu des législatives partielles derrière où l'IS Loufoque a été présenté. Et vraiment, moi, je pense que ça soulève tout un tas de questions, et notamment la question de qui tu présentes pour des investitures législatives, quoi, et comment tu fais un peu le tri, comment tu formes tes militants qui ont vocation à être des cadres. Bref, on va en reparler tout au long de l'article, mais moi, c'est cette première chose qui me questionne. Non mais c'est sûr, et en plus là, oui, tu parles effectivement qu'il a été aussi parachuté. C'est aussi le problème de l'assentiment aux candidats. Quand il y a des candidats qui viennent un peu de l'extérieur, tu sais, c'est un peu la mode de la société civile ou d'autres combats, d'autres luttes, comme c'était l'argument avec l'IS Loufoque, il y en a d'autres sur la FI, on considère qu'ils rejoignent le réseau insoumis, tu vois. Et là, on a quelqu'un qui est parachuté dans un endroit, qui perd 2 élections et qui ensuite va vers le PS, qui est littéralement en train de s'acharner sur la France insoumise. Vraiment, qui est en train de le traiter d'extrême gauche, de terroriste. Vraiment, donc là-dessus, c'est traité dans le Parisien comme si, en fait, c'était normal de passer d'un parti à l'autre après 2 échecs, de pas s'attacher à un parti. Moi, je comprends des gens qui sont engagés, qui ont fait la campagne ou qui ont soutenu l'IS Loufoque ou qui soutiennent ses combats, de se dire, attends, il fait 2 élections, il gagne pas, et dans ce cas-là, il rejoint un parti, et je vous le dis, dans une séquence où on n'est pas dans une séquence NUPES ou NFP, dans une séquence où on est en train de livrer bataille entre 2 gauches, quoi. Donc, moi, je comprends un petit peu la violence, et comme tu disais, l'infantilisation, il y a de ça aussi, et c'est aussi dans les thèmes. Donc lui, il est, tu sais, pour les droits des enfants, donc je pense qu'il est forcément associé à des enfants, et t'as aussi toute la logique du harcèlement. Tu sais, on a beaucoup aujourd'hui le harcèlement scolaire, etc. Et là, tout est tourné pour faire comme si c'était un enfant qui défend ses droits dans un cadre de harcèlement. Donc t'as vraiment tout un dispositif pour faire passer les insoumis pour des méchants harceleurs de cours de récré face à un enfant faible qui essaye de se défendre, et Papa Grégoire ou Papa Fort va essayer de le... Vraiment, je trouve le dispositif de fabrication de ce fait-là assez spécifique pour justement faire écho à d'autres thèmes, d'autres violences que les gens peuvent avoir en tête, notamment le harcèlement scolaire dont on parle beaucoup en ce moment. Donc vraiment, là je trouve que c'est extrêmement dépolitisant, parce que le fait même de passer d'un parti à un autre, qui est quand même le fait fondamental, je pense, de l'agressivité, et après ça mérite pas de harcèlement ou d'excès sur les réseaux sociaux ou ailleurs, mais le fait même de passer d'un parti à l'autre dans 2 partis qui sont en rivalité, est évacué, c'est genre son tort, c'est genre il a rien fait. Bah non, c'est le centre de ce que tu fais en politique et qui fait qu'on s'attache à toi, c'est quand même la loyauté. Je veux dire, il y a personne qui est fan d'Éric Besson parce que on en a déjà parlé, tu vois, Zoé, qui est fan d'Éric Besson parce qu'il est quand même vachement opportuniste d'avoir changé de crèmerie entre 2 tours de présidentielle, quoi, tu vois, enfin c'est un peu bizarre. Parfaitement. Donc on va continuer. Comme quoi j'aurais retourné ma veste. Depuis la publication vendredi d'une vidéo sur le compte de l'ancien adjoint d'Anne Hidalgo, dans laquelle on voit l'IS Loufoque expliquer la raison de son soutien, ce dernier est la cible d'attaques en ligne. La violence à laquelle je suis confrontée depuis 4 jours s'exprime par le camp insoumis, comme quoi j'aurais retourné ma veste et je serais quelqu'un d'ingrat qui les a trahis. Commente-t-il ce mercredi. Oui, je suis désolé, mais on dirait les gens qui passent du Real Madrid au Barça en se disant ouais, je comprends pas ce qui se passe, quoi. Je sais pas, quand vous passez de Marseille à Paris, ou voilà, j'exagère parce que la problématique elle est normalement militant, on est un petit peu plus voilà, mais la loyauté, le fait de défendre ses idées et de pas changer de parti tous les 4 matins, c'est la base de l'engagement politique. Là, ce qui m'interroge, c'est de me dire mais en fait l'IS Loufoque, c'était pas le problème qu'il ait quitté les Insoumis, c'est comment
il a pu y entrer. Parce que là, on voit quelqu'un, à mon avis, de dépolitisé sur ce sujet-là. Parce que clairement, on a quelqu'un qui ne comprend pas ce que c'est de s'engager en politique, de s'engager dans un parti. C'est pas choisir la bonne crèmerie au bon moment pour faire avancer ton agenda personnel, quoi. Et même si ton agenda personnel est clairement, tu vois, digne, le droit des enfants, mais ça pourrait être d'autres choses, le droit des animaux, les combats sociaux. On a ses propres combats, mais quand on rentre dans un collectif, désolé, hein, c'est le communiste qui parle là, Zoé, mais quand on rentre dans un collectif, on apporte son combat à la collectivité et on sert la collectivité. On ne vient pas avec son combat pour pouvoir faire en sorte d'utiliser la collectivité pour son agenda. Je trouve son propos extrêmement impolitique là. Parfaitement. Et donc, vous allez voir juste en dessous, on a un magnifique tweet d'Emmanuel Grégoire lui-même. Et il nous dit « Nous devons nous occuper des enfants placés à Paris comme s'ils étaient les nôtres. Merci à Lies Loufoque pour sa confiance, la force de son combat et de son témoignage qui nous pousse chaque jour à faire davantage. Je créerai un contrôleur des lieux de placement et de l'accueil familial pour assurer la qualité et la sécurité des enfants de l'aide sociale à l'enfance. » Alors vraiment, j'ai envie d'écouter la petite vidéo qui va avec le tweet. Mais alors, travaillant dans le secteur médical, je suis très fréquemment confrontée aux problématiques de violence que subissent les enfants et à l'immense catastrophe qu'est actuellement l'aide sociale à l'enfance. Je pense qu'un contrôleur des lieux ne va pas suffire. Parce que le contrôleur des lieux va dire c'est la giga merde et on va dire bah ouais, c'est la giga merde. On va dire bah ouais, c'est dommage. Bon ben voilà. Alors, on va regarder la petite vidéo parce que peut-être que je suis mauvaise langue et qu'en fait, Emmanuel Grégoire, après avoir été assez catastrophique quand il était adjoint à la mairie de Paris d'Anne Hidalgo sur ces questions-là, des mots même de Lies Loufoque. Et je me permets, excusez-moi, de vous citer un autre article du Parisien qui parle aussi du rattachement de Lies Loufoque à Emmanuel Grégoire. Décidément, le Parisien, ça l'intéresse beaucoup cette histoire. Et c'est curieux, hein. Donc, dans un communiqué qu'il avait publié sur Twitter, mais on ne peut plus le retrouver parce que le compte Twitter a été supprimé, qui dit, alors je cite, Lies Loufoque estime que le premier mandat d'Anne Hidalgo, pendant lequel Emmanuel Grégoire était premier adjoint pendant 2 ans, a été très mauvais sur la protection de l'enfance. Mais le militant estime que le député de Paris ne se présente pas pour prolonger Hidalgo à l'identique. Oh ben oui, bravo, bel apprentissage des éléments de langage. Je ne soutiens pas une continuité, je soutiens la possibilité d'une amélioration réelle. Alors moi, Lies, avec tout le respect, vraiment, tu es en train de tenir exactement le discours de tous ceux qui se sont fait niquer par le PS depuis 40 ans. Voilà, je te le dis. Si ça t'intéresse, je t'invite à aller voir le bilan du Parti Socialiste que nous avons fait, qui est en ligne sur la chaîne On ne veut plus, qui est une conférence d'un peu plus de 2 heures où on traite un certain nombre de sujets. Alors, on n'a pas pu balayer toutes les énormes merdes qu'a fait le Parti Socialiste parce que si tu veux, il y en a trop. Mais il y en a un sacré paquet. Donc, moi, je trouve que c'est bien, tu vois, d'avoir autant d'optimisme et d'envie. Mais parfois, l'optimisme, quand on est face à des gens qui sont pas bien intentionnés, parfois, c'est de la naïveté, voire de la bêtise. Et donc, il faut peut-être réfléchir un petit peu là-dessus. Mais, mon cher Chris, tu vas nous mettre la vidéo de Lies Loufoque pour qu'on puisse juger un petit peu du discours. Moi, j'ai regardé le programme des autres candidats, des autres candidates. C'est très simple. Sur l'aide sociale à l'enfance, rien dans le programme de Madame Dati, rien dans le programme de Madame Knafo, rien dans le programme de Monsieur Mariani. Non mais là... Ok, Lies, effectivement, Sarah Knafo n'a pas prévu d'aider les enfants à l'aide sociale à l'enfance. Mais là, c'est catastrophique. Parce que là, t'as envie de dire, je suis désolé, mais je disais que c'était impolitique. Ça veut dire qu'en fait, s'il y avait eu des trucs sur l'enfance, c'est là où je parlais de ton propre combat. Alors que dans le collectif, c'est un corpus général, c'est une vision du monde général. S'il y avait eu le meilleur truc des droits à l'enfance chez Mariani, tu serais au RN du coup, Lies Loufoque. Il s'enfonce quand il parle de ça. Vraiment, c'est absolument cata, quoi. Et une mesure dans le programme de M. Bournazal, mais qui est déjà une obligation légale. Emmanuel Grégoire est le candidat à se soucier aujourd'hui réellement des enfants placés. Il manque un programme. Ouais, il manque un programme là. Il manque un programme, Lies. C'est bizarre. Pourquoi ? Là... D'ailleurs, tu as dit la vidéo de Lies Loufoque. Alors, si je puis me permettre, c'est la vidéo d'Emmanuel Grégoire, car c'est Emmanuel Grégoire qui l'a publiée. Non, mais bizarre. Là, le côté naïf, le pauvre. Voilà, je veux dire, cette vidéo, c'est de la communication politique de A à Z, c'est du narratif pro-PS de A à Z, c'est de l'invisibilisation du programme de Sophia Chikirou de A à Z, c'est du déni d'existence de la France Insoumise, ton ancien parti, qui t'a investi 2 fois pour les législatives. Mais vraiment, la vidéo est
honteuse. Je comprends l'énervement des gens, je veux dire, n'harcelez pas, soyez, restez dans des propos politiques, mais là vraiment, on est sur des réseaux sociaux, on est sur du public, on est des gens qui font de la politique, nous on en prend à plein 10 la tête jours aussi. de l'élection. À 10 jours de l'élection. Exactement, on est à 10 jours de l'élection, mais je suis désolé, les réseaux sociaux, ça sert à ça sert aux gens à s'exprimer politiquement, sinon ça sert à rien d'être sur des réseaux publics. Alors on peut faire toutes les critiques, l'anonymat, machin, etc., mais il faut pas s'exposer publiquement. Nous, on a eu ces débats-là 20 fois entre nous, tu te rappelles, Zoé, quand tous les deux on était cachés, on n'apparaissait pas. On a considéré que c'était une bonne chose d'apparaître parce que au moins les gens ils savent à qui ils s'adressent et mine de rien, ça protège aussi un peu quelque part, mais on sait qu'on va s'exposer à de la violence, à de la critique, mais ça fait partie de l'engagement politique, sinon il faut réellement pas faire ça, quoi. Donc on peut pas avoir le luxe de pouvoir donner ses idées en public, d'avoir des gens qui nous écoutent et de dire non, en fait, en plus on voudrait pas de critique et que tout le monde nous aime. Ça n'existe pas, tout ça est idéaliste. Et là vraiment, on parlait de l'infantilisation dans le dispositif, mais là moi je trouve qu'il s'infantilise tout seul en fait. C'est vraiment là, il récite un cours de communication formaté pour le PS, il nie l'existence de Sofia Chikirou. D'ailleurs, allez voir notre vidéo sur le programme de Sofia Chikirou dans la déambulation de Paris sur On ne veut plus. Je pense que ça, au moins, ça donne du sens sur les programmes. Il n'y a pas spécifiquement le sujet dont on parle là, mais il fait partie du programme. Vraiment, faire croire que le harcèlement serait gratuit juste parce qu'il est allé au PS, même si déjà ça, en soi, c'est pas gratuit. Là, vraiment, la vidéo est incroyablement indigne. Ouais, et tu vois, je me permets, on va le laisser continuer ensuite, mais vraiment sur le cyberharcèlement en politique, je suis désolée, on a déjà eu cette position plusieurs fois, je sais que ça choque des gens. Mais en fait, à un moment, vous ne pouvez pas, écrit sa raison, vous ne pouvez pas demander à ce que jamais personne ne soit conflictuel avec vous quand vous prenez des positions politiques. Ce n'est pas possible. Moi, par exemple, nous ici, on subit des trucs qui pourraient rentrer, je pense, dans la définition du cyberharcèlement. Tu vois. Alors moi, plus spécifiquement, parce que je subis une part de harcèlement sexuel, en fait, du fait que je sois une femme, etc. Et une femme qui apparaisse visuellement, quoi. Mais, en fait, moi, je sais à quoi je m'expose en faisant ça. Je dis pas que c'est bien. Moi, j'aimerais vivre dans un monde où ça n'existe pas. Mais en fait, si mon seul truc, c'est de dire ça ne devrait pas arriver, et quand ça arrive, je supprime ma présence des réseaux, je supprime ma présence, ma parole publique, etc. parce que c'est trop méchant ce que je subis, quel effet ça a ? Est-ce que les gens qui harcèlent vont arrêter d'harceler pour ces raisons ? Et encore une fois, là, je vous parle de gars qui m'envoient des photos de leur partie intime et des vocaux où ils m'expliquent comment ils vont me violer, moi et mes enfants. Enfin, c'est de ça dont je vous parle. Je vous parle pas de gens qui disent « Ouais, quand même, t'as un peu trahi parce que t'es parti sur la liste du mec d'en face. » Enfin, je suis désolée, mais c'est quand même pas pareil. Et même ça, même la partie harcèlement sexuel, moi, je vous en parle ici parce que c'est le thème, mais moi, j'en parle très très peu pour plusieurs raisons. Déjà parce que je pense que ça renforce les gars qui font ça, donc à un moment, il faut être un petit peu malin. Les gars qui font ça, ils le font quand c'est du harcèlement, on va dire, personnel, sur ton physique, sur ta sexualité, etc. Ouais, etc. Qui veulent te diminuer, quoi. Voilà, bien sûr, à ce que tu es et non pas à ce que tu fais. Or là, c'est pas le cas. Là, mais oui. Il est attaqué sur un choix politique, sur un choix. Voilà, il n'est pas attaqué sur son physique, il n'est pas attaqué sur. C'est vraiment pas la même chose, quoi. C'est pas la même chose et ce que je disais, c'est que même quand c'est du harcèlement individuel, etc., en fait, moi je pense, alors idéalement il faudrait que ça n'ait pas lieu encore une fois, mais en fait ça a lieu. J'ai pas la main, moi j'ai pas le temps en fait d'aller faire constater par huissier, faire rechercher chaque mec, etc. Alors je sais qu'il y a des gens très connus qui ont beaucoup d'argent, qui ont ce temps, cette motivation et tout. Moi je m'en fous, d'accord. J'ai la chance que ça me glisse dessus. Je pense que du coup, le vrai enjeu pour une orga militante, c'est de former ces militants à être capables de supporter ça. D'accord. Je sais que ça fait chier, mais en fait, on ne vit pas dans le monde de oui-oui, où tout le monde pourrait être gentil. Ouais. C'est pas comme ça que ça se passe. Et à un moment, quand vous assumez d'avoir un discours politique et de la conflictualité politique, vous allez vous prendre de l'adversité dans la gueule. Nous, quand on prend la parole, on se prend des trucs de « on est des autoritaires, on est des stalles, on est des pro-régime islamique, on veut faire du travail forcé aux gens et c'est trop méchant, on est des islamo-gauchistes, on est des machins, on est des trucs. » C'est le jeu, c'est le jeu. On a des positions tranchées. Si personne n'est pas d'accord avec vous, c'est mauvais signe, ça veut dire que vous ne faites pas de politique et que vous n'avez pas de ligne en fait. Donc à un moment, si tu n'es pas capable de subir ça, il ne faut pas faire d'engagement politique. Moi, il y a plein de gens dans mon entourage qui n'en ont rien à foutre, d'accord ? Moi, voilà, mon conjoint, mes amis, etc. Ils ne sont pas militants sur Internet parce qu'ils n'ont pas envie de subir ça. Il y a plein de possibilités de faire ta vie sans subir ça. Si là, toi, c'est un combat qui te tient très fort à cœur et encore une fois, le combat de l'IS, il est parfaitement légitime, c'est très bien qu'il le porte. Par contre, il y a une vraie question sur la manière de le porter. Si tu as envie de mener ce combat-là, tu dois savoir que tu vas prendre de la conflictualité et que c'est normal, ça fait partie du jeu. Mais en plus, ce qui est fou, c'est que je pense qu'il a forcément déjà pris de la conflictualité gratuite ou d'extrême droite quand il était candidat LFI.
Là, le truc, c'est qu'il ne veut pas assumer de prendre de la conflictualité pour une position politique. C'est-à-dire que moi, il n'y a pas que Zoé. Hein. Moi aussi, je prends sur mon physique en ligne. Hein, et des trucs graves. On me compare à Geoffroy Lejeune, on me compare à Jean Massière. Voilà, donc merci. Après, Geoffroy Lejeune, c'est un peu vrai en vrai. C'est le seul truc jeune du coup que je ça. prends. Mais mais pour sortir de la plaisanterie, voilà. Et ça qui est fou, c'est que c'est comme si nous on se plaignait d'avoir pris position là, de prendre parce qu'on a pris position, je sais pas, pour l'Iran ou contre Clément Viktorovitch et tout. Bah non, c'est littéralement pour ça qu'on existe. Zoé, en plus, t'as oublié un truc. C'est que toi tu dis tu prends ça, etc. Mais c'est même au cœur de ton combat, toi, de lutter contre. T'as dit ce serait mieux, ça n'existait pas. Mais tu prends ça parce que tu combats ça, en fait. Donc c'est fondamental. Et nous, à chaque fois, on se dit, mais prendre des coups pour nos combats, bah, c'est qu'il y a un combat. Si vous faites un combat où vous prenez pas de coups, je vous le dis tout de suite, vous êtes tout seul sur le ring, c'est de la danse. Alors moi j'adore la danse, j'adore le ballet. Le problème c'est que Padu et Zoé ne veulent pas parler de ballet en capsule. J'en ai rien à foutre. Voilà. Force à vous si vous aimez ça, mais alors moi vraiment je m'en bats les voilà, couilles, donc mais ça, si vous saviez à quel point donc je m'en fous. Donc je passe pour un gars froid, etc. Alors que voilà. Bref, mais bon, je pourrais en parler longtemps. Alors que j'ai un petit cœur sensible Alors que qui j'adore adore toutes les Tchaïkovski pratiques artistiques. et La Belle au bois dormant. Mais voilà, et donc on est au cœur du sujet de voilà, vous prenez des positions politiques, vous vous faites attaquer. C'est comme ça que le combat existe. Des fois, peut-être que vous vous dites, là, c'est peut-être pas une bonne position. Quand vous prenez 100% d'attaque, peut-être qu'il faut vous remettre en question. Quand vous en prenez 50-50 aussi. Quand vous en prenez 90-10, ça fait partie du combat. Il y a des moments où, t'es d'accord, Zoé, où on prend des positions et tout le monde est très content de dire merci de l'avoir dit. Ça, c'est des moments de joie militante. On les prend aussi. Ça fait partie du tout quand on est militant. Voilà. Et là, je trouve ce côté impolitique anti-politique de vouloir n'être là que féliciter, bravo pour tes combats. Alors là, faut faire de l'humanitaire, faut faire de l'associatif, mais faut pas faire de la politique, Lies Loufoque, parce que là, c'est pas sérieux, quoi. Et tu vois, après, moi, je pense qu'il faut, tu vois, je disais tout à l'heure, il y a une question de former aussi les personnes à être capables d'encaisser ce genre d'adversité. Ça, je pense que c'est très important. Ou prévenir, tu vois, je veux dire. Oui. Mais tu vois, moi, je me prends ça, tu vois, je suis plus âgée, je suis aussi plus, on va dire, sereine dans mes positions politiques parce que ça fait longtemps que je milite, etc. Donc, et puis, je suis dans un collectif, en fait. Donc moi, quand je subis de la violence en ligne, en fait, j'ai tout mon collectif militant qui est avec moi, qui est derrière moi, qui me soutient. Parce que Zoé, elle a menti en plus. Elle a dit qu'elle avait pas d'amis qui faisaient du politique sur YouTube. Elle en a, en fait. On les connaît. Non, mais la majorité de mes potes, mais toi aussi, Chris, la majorité de notre cercle. Et ça, je pense que c'est... Heureusement. Non, mais dans les trucs protecteurs, je pense aussi que avoir une vie qui est exclusivement en ligne, et ça, je sais qu'il y a des gens, c'est pas un choix en fait, hein, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à s'insérer dans le marché de l'emploi, parce que le travail est validiste, parce que machin, parce que truc, parce qu'ils ont tout un tas de difficultés parfois à relationner avec des gens, parce que je sais qu'il y a plein de gens, leur vie elle est 100% en ligne, pas parce qu'ils trouvent ça chouette, mais parce qu'ils n'ont pas le choix en fait, parce que sinon ils n'ont pas d'autres contacts sociaux et tout ça. Mais je pense que le fait d'avoir une vie en dehors de la vie en ligne, le fait d'avoir une vie militante en dehors du militantisme internet qui ne pourra jamais se suffire à lui-même, qui est on va dire un vecteur, une partie du militantisme qui n'a de sens que s'il existe aussi du militantisme de terrain en face. Il y a cette partie-là et je pense que c'est protecteur pour les personnes d'avoir autre chose dans leur vie que ça. Moi, quand je reçois 450 messages dégueulasses parce que Cro-Blanc a fait une vidéo sur nous, d'accord ? Quand je reçois 450 en 4 heures, en fait, comme mon boulot, tout le monde s'en fout, mes amis, globalement, tout le monde s'en fout. Ma famille, tout le monde s'en fout. Mon conjoint s'en fout. En fait, ils font leur vie en dehors de ça. Moi, il me suffit d'éteindre mon téléphone. Et c'est bon, en fait. Je vais bien. Je me pose, je regarde l'âge de glace avec mes enfants. Tout va bien, quoi. Et donc, ça, c'est protecteur aussi d'avoir, quand on milite, des parties de nos vies qui ne sont pas exclusivement attachées au militantisme et avoir des petits sas de respiration, de trucs comme ça. Mais au-delà de ça, moi, je pense que c'est vraiment une affaire aussi de discipline collective, d'être capable d'avoir un groupe avec toi qui te soutient, qui te dit aussi c'est normal de prendre de l'adversité. Et après, quand tu prends de la violence sexuelle, etc., moi, écoutez, comme l'a dit Chris, moi, ça me motive encore plus pour mener les combats qu'on mène, en fait. Plus vous m'envoyez des photos de vos tubs, plus je me rappelle qu'on va vous les couper. Et c'est très bien. Non, t'as dit un truc intéressant sur justement aussi le côté militant internet. Je pense aussi que les gens qui surharcèlent ou survalorisent le fait de devoir répondre sont pas aussi des militants de terrain.
Je leur reproche pas, mais en fait, quand vous faites du militant de terrain, déjà vous avez moins de temps et vous comprenez le côté relatif d'Internet. Si vous considérez que commenter, diffuser, QRT, c'est le maximum de militantisme ou le 100% du militantisme, bah là vous allez forcément avoir tendance à être plus harcelant parce que ça va être une ultra nécessité de marquer ce combat-là, quoi. Et en fait, on se rend compte que oui, critiquer, faire des commentaires, ça peut être utile, mais vraiment, c'est pas là que ça se joue. Je vous donne un exemple qui était très intéressant et qu'on verra. Par exemple, des réseaux, par exemple, Éric Zemmour était très très fort sur Internet, tu te rappelles, en 2022. Et ils étaient tellement forts sur Internet que les sondages le pondéraient avec ça. Et puis en fait, on a vu que ça s'est écroulé parce que c'était tout un tas de mécaniques assez fines, mais de bots, de comptes qui se retweetent entre eux, etc. Enfin, ça a même été pris dans une série cross de Baron Noir qui s'appelle La Fièvre. On voit tous ces dispositifs-là dans la série. La série est pas terrible. On a prévu d'ailleurs de faire quelque chose avec Game Focus autour de ces deux séries, mais faut qu'on trouve le temps. Mais bref, mais en tout cas, c'était quelque chose. Et en fait, à la fin, tu te rends compte que les mecs pèsent que 7%. Ils s'écroulent totalement. Et t'as une espèce de chambre d'écho, de bulle d'écho, de on existe parce que sur Internet, on est très fort. Et ben non, c'est un paradoxe. T'as l'impression d'être fort, mais c'est une chambre d'écho et peut-être qu'à l'extérieur, c'est vu comme dérisoire, voire même repoussoir. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours garder la juste mesure, quoi. Et ça, pour ça, avoir un pied dans le militantisme concret, réel, l'affichage, l'organisation, la mise en place de réunions et le virtuel, permet d'avoir cet équilibre que tu n'as pas. D'ailleurs, on pourrait très bien dire qu'aujourd'hui, un militant en 2026 qui ne s'intéresse pas du tout aux réseaux sociaux, tu vois, ou à ce qui se passe sur les plateformes, ce serait une erreur aussi, tu vois ce que je veux dire. Ce serait clairement une idiotie et un anachronisme par rapport à l'époque. Donc il faut garder ces deux jambes. C'est un outil de communication, de propagande, de mise en lien des militants, de formation. Enfin, ça se dit pas, attendez, nous on serait très mal placés pour dire que c'est nul le militantisme Internet, évidemment. Non, mais il faut le prendre comme ce qu'il est, c'est-à-dire un des nombreux outils qui sont à notre disposition. Et surtout, Internet est un outil nouveau. Et donc, il y a plein de manières qu'on a d'inventer la manière d'utiliser cet outil au maximum de ses possibilités, au maximum de ce que ça peut nous permettre. Et toutes ces problématiques de harcèlement sont déjà existantes, on va dire, dans la vie courante, etc., mais sont démultipliées sur Internet pour plein de raisons, parce que l'anonymat fait que les gens se lâchent plus. Après, Twitter a ce truc particulier. Le niveau de violence de Twitter est de base très intense. C'est-à-dire que des gens qui, dans la vie normale, vous parleraient parfaitement normalement, sur Twitter, ça s'insulte, ça part dans tous les sens et tout. Alors moi, j'aime quand même bien Twitter, malgré tout. C'est un peu le jeu du réseau aussi, de fonctionner comme ça. C'est pas que, on va dire, vertueux. Politiquement, les débats Twitter de cons, souvent, il en sort pas des choses très intéressantes, il faut être lucide. Maintenant, voilà, c'est des manières d'utiliser les outils. Et là, on va revenir sur la vidéo de l'IS, mais encore une fois, là, le cyberharcèlement qu'a vécu l'IS Loufoque, encore une fois, alors j'ai mis des guillemets, on peut considérer que ça en est un si vous voulez, que plein de gens lui répètent « c'est un choix politique de merde que t'as fait et t'as trahi ». N'empêche que c'est un fait, d'accord ? C'est ce qu'il a fait. Bon, il a le droit de défendre sa position, si tu veux. Mais les gens ont aussi le droit de lui dire. Et le fait qu'il y ait 4000 personnes qui lui disent en même temps, ça le gêne. Bah écoute, t'as raison de fermer ton compte Twitter parce que probablement que ta place n'est pas sur ce réseau, en fait. Moi, je pense que c'est ça. Par contre, le fait que ça soit repris dans le Parisien, mis en scène par l'équipe de Grégoire, il y a Olivier Faure qui a tweeté dessus aussi. On sait très bien à quoi ça sert. L'IS Loufoque, j'espère, moi, je refuse de t'infantiliser comme le font les gens qui parlent de toi, là. Moi, je pense que tu as une forme d'intelligence politique et que tu sais très bien ce que tu fais quand tu fais ça. De l'aide sociale à l'enfance de Paris et à en faire une priorité politique. L'idée qu'un enfant placé à Paris doit être un enfant de la ville. Et à cet égard, nous devons nous en occuper comme s'ils étaient les nôtres. Ces annonces, elles interviennent dans un contexte particulier. Vous le savez sûrement, l'aide sociale. Ah, il y a Lucie Castet et tout. Vraiment, oui, le dispositif est clair. Hein. On parlait de bataille à gauche, vous allez le voir. Là, vraiment, vous voyez la fracturation du NFP. Il y a donc des gens qui étaient dans le NFP, qui rejoignent Grégoire, des gens qui, maintenant, avec l'IS Loufoque, qui étaient avec la France Insoumise. Mais c'est les mois à venir. Donc, il va falloir avancer l'agenda, garder le terrain et construire l'alternative en termes de force et de masse. En termes de force, ça va être le programme. En termes de masse, il va falloir la diffuser dans les masses face aux médias mainstream et aux dispositifs des ennemis, des concurrents, là, comme l'autre gauche, celle qui veut que tout change pour que rien ne change. Et donc, il va falloir garder sa sérénité. Sociale à l'enfance au niveau national subit une crise éminemment complexe avec des drames humains quotidiens. Des enfants qui doivent être placés mais qui faute de place ne le sont pas. Certains d'entre eux meurent sous les coups de leurs parents malgré qu'ils aient été repérés comme étant en danger. Des enfants qui dorment parfois dans nos foyers à même le sol sur des matelas parce que nous n'avons pas suffisamment de place et des professionnels en très grande souffrance. Il est inconcevable d'abandonner les enfants
On voit que Lies Loufoque est pas un lapin de 6 semaines. Je sais que t'aimes cette expression, Zoé. On voit qu'il s'exprime très bien, qu'il sait très bien ce qu'il fait en politique. Effectivement, je pense que la liste Emmanuel Grégoire, s'il sait regarder les sondages, vu qu'il a perdu 2 fois, il la voit en tête. On verra ce que ça donne à la fin. Mais voilà, on parle de quelqu'un qui essaye de se placer, voilà. Et à la rigueur, je vais même pas le critiquer. Ce qu'il aurait mieux fait, et je pense qu'il aurait pris moins de ce qu'il appelle de harcèlement, mais je pense de conflit, moi je vais plutôt appeler ça de conflit politique, s'il l'avait assumé. De dire, moi, je me retrouve pas dans le réseau insoumis, ça a pas marché, j'ai pas aimé ma campagne à Grenoble. Tu vois, un truc comme ça, je choisis Emmanuel Grégoire, il en aurait pris, mais au moins il y a une transparence. Là, il y a un côté, j'ai rien fait, j'ai pas trahi, je suis toujours le même, je suis toujours de gauche, mais je vais choisir Emmanuel Grégoire et il faudrait qu'on me remercie. Non, je suis désolé, non. Enfin, à un moment donné, il faut assumer ses choix politiques, quoi. Après, tu parles de se placer là, ça m'intéresse ce que tu dis parce que, alors déjà sur le fond de ce que vient de dire Lies Loufoque, alors 1000 fois oui, 1000 fois oui, la situation de l'aide sociale à l'enfance, je le dis, devrait être une priorité politique absolue de ce pays, ce qui se passe pour les enfants confiés en France en 2026, mais est un scandale. Et quand il parle de souffrance des professionnels, de situation, alors en plus, là, il n'a pas le temps d'en parler parce que c'est un format très court, mais il en parle régulièrement, de l'exposition aux violences sexuelles. Il y a une surmortalité énorme chez les enfants qui sont placés. Ils subissent des violences avant, parce que en général, ils sont placés pour des raisons, c'est parce que ça va pas bien à la maison, mais ils en subissent après le placement également, parfois encore plus, au point que des professionnels comme moi, qui sommes censés faire partie des gens qui font des signalements au procureur de la République quand on estime que des enfants sont mis en danger, je vous jure qu'il y a des fois où on se pose la question de le faire ou pas. Parce que là, Lies Loufoque parle de situations où des enfants devraient être placés et ne le sont pas et meurent sur les coups de leurs parents. Alors on rappelle qu'il y a plein d'enfants qui meurent chaque année en France de maltraitance infantile et que globalement, tout le monde s'en bat les couilles. C'est vrai, c'est pas grave, c'est des enfants. Donc après tout, est-ce vraiment important ? Mais même moi, je vous le dis, vu les situations de violence que vivent les enfants post-placement, il y a vraiment des fois où on se pose la question. Il y a vraiment des fois où on se pose la question. On se dit, mais c'est quoi le pire en fait ? C'est quoi le pire ? Est-ce que le pire, c'est de le laisser dans la situation où il est ? Ou le pire, c'est ce qui va lui arriver après ? Et je vous jure que c'est des trucs... Alors, moi, c'est pas à moi de juger ça, c'est pas mon rôle dans la chaîne. Moi, mon rôle, c'est d'être capable de détecter et de prévenir les instances qui sont censées protéger. Malheureusement, ça suit pas derrière, mais ça suit pas derrière comme pour plein d'autres trucs. Et vraiment, je vous jure qu'il y a des dizaines de situations que j'ai vues. Ce n'est même pas racontable, d'accord ? Ce n'est même pas racontable. Le niveau de violence duquel on parle, je n'en parle même pas à mes proches, tellement c'est inadmissible ce qui se passe. Et je pèse mes mots. Donc là-dessus, force à toi, Lies, tu as raison et tout ça. Maintenant, tu vois, c'est tout le problème, et tu l'as dit au début, Chris, mais c'est tout le problème des militants thématiques. Moi, je suis militante sur les droits de l'enfant. Moi, je suis militante sur l'accès aux soins, par exemple. Moi, je suis militante, machin. C'est pas un problème d'avoir des thèmes militants parce qu'on a besoin de gens qui se spécialisent dans certains trucs, qui connaissent un sujet sur le bout des doigts et tout. Pas de souci. Le problème, c'est que ces militants thématiques, du coup, quand ça n'est pas inscrit dans une pensée politique globale, c'est-à-dire là, la situation de l'ASE aujourd'hui, c'est pas un hasard. C'est pas genre, il y a eu une catastrophe naturelle et boum, l'ASE s'est détruite. C'est des choix politiques qui mènent à ça. C'est des organisations globales de société qui mènent à ça. Et quand on parle de violence sur les enfants et tout, il faut parler des conditions concrètes des gens. Donc, ça pose la question du logement, ça pose la question de l'école, ça pose la question du système de soins, ça pose la question de l'aide sociale à l'enfance, évidemment, mais pas que. Ça pose des questions larges, globales, sur les droits de l'enfant, sur la vision qu'on a de l'enfant dans la société. Cette manière de considérer les enfants comme des objets dont les parents sont propriétaires, etc. Le rapport que les adultes ont aux enfants. Enfin, ça pose vraiment des questions politiques extrêmement globales. Et donc, penser que tu peux porter ton combat dans quelques trucs que ce soit, c'est vraiment la même tête qu'Hugo Clément. Hugo Clément, donc ancien journaliste, je crois, qui est passé par Quotidien, etc., qui a trempé dans la Ligue du LOL aussi, il me semble. Bref. Et qui maintenant s'est spécialisé sur l'écologie, et lui qui se pointe avec l'extrême droite, etc., en disant mais l'écologie n'a pas de couleur politique, en fait, tout le monde peut s'emparer de la question de l'écologie. C'est une manière de dépolitiser complètement les choses. Alors, Lies Loufoque ne va pas jusqu'à aller du côté de l'extrême droite, bien que dans le discours qui tient, c'est vraiment... en fait, dans l'introduction comme il à son assume truc, pas, là, comme il assume pas une ligne politique, forcément, tu peux te retrouver à avoir des espèces d'errances où tu penses que tu peux traiter le problème des droits des enfants sans l'intégrer à un projet politique global et complet. Donc ça, c'est vraiment un gros problème. Mais comment te dire, moi, j'ai même pas envie de lui en vouloir parce que ça, c'est aussi la conséquence de la déliquescence des structures militantes ces dernières décennies. Et ça, faut en être conscient, tu vois. Si on était encore dans la situation où on avait un parti de masse communiste, tu vois, qui propose une vraie transformation totale politique de la société avec un vrai projet alternatif, etc., des gens qui rentrent
rentrent dans le militantisme en s'intéressant à un sujet précis, par exemple les droits des enfants dans le cas de l'IS Loufoque, ils auraient ces structures militantes qui les accueillent, qui peuvent leur faire de la place, qui peuvent les former, etc. Le développement de ce militantisme thématique, on va l'appeler comme ça, est une conséquence de la déliquescence des organisations militantes. Et donc, ça pose vraiment la question, on vous le répète plein de fois, mais parce qu'on pense que ça fait partie des priorités absolues, de reconstruire des organisations militantes qui sont capables de former, d'intégrer tous les thèmes politiques à un projet politique global, cohérent, qui permet vraiment une transformation sociétale. Et toute dernière chose, comme tu as dit, se faire une place et tout, je pense que c'est un truc important à dire. Oui, moi je pense qu'il y a un enjeu de se trouver une place. Je pense que oui. Maintenant, je ne porte pas le même regard, sincèrement, sur le fait que l'IS Loufoque se cherche une place. L'IS Loufoque, c'est public et ça fait partie de son engagement, donc je le redis ici. Il a lui-même été placé. Il a lui-même vécu des violences inouïes. Il a lui-même fait face aux trucs sur lesquels les enfants placés font face, c'est-à-dire t'as 18 ans, du jour au lendemain, on te balance, il faut que tu te démerdes, t'as pas de revenus, t'as pas de famille derrière toi pour te payer un loyer, pour machin, pour truc. Enfin, c'est un enfer, vraiment, c'est un enfer. C'est-à-dire que c'est un enfer pendant qu'ils sont placés, c'est un enfer avant, c'est un enfer après, rien ne va. Et tu vois, moi, je connais pas exactement quelle a été sa formation, son machin, mais je peux entendre, tu vois, que quand t'as été dans des situations de précarité extrême, quand t'as pas forcément derrière toi une famille, etc., tout un réseau qui te permet de te sauver les fesses si t'as pas de sécurité pour tes conditions matérielles d'existence, je comprends que tu aies besoin d'une place. Et donc là, globalement, moi, j'ai pas envie d'en vouloir à l'IS Loufoque, j'ai envie d'en vouloir au système global qui fait que, normalement, on ne devrait pas avoir besoin de se trouver une place pour survivre dans une société qui a largement les moyens d'assurer les besoins de base à tout le monde, santé, logement, éducation, etc., etc. Donc ça, c'est du combat politique. Et plus largement, nous, on vous l'a dit plein de fois, mais il y a un problème sur le fait que la politique, ça soit une place au chaud. La politique, ça devrait être un truc qu'on fait à côté d'une autre activité, qui soit accessible à tout le monde, qu'on organise de manière à ce que tout le monde puisse y avoir accès, et pas toujours les mêmes, parce que la réalité, c'est que quand tu regardes qui est sélectionné pour être investi député, pour être assistant parlementaire, etc., etc., c'est souvent les mêmes profils, et souvent, c'est pas les profils de l'IS Loufoque. Donc, il y a des vraies questions à se poser là-dessus aussi, d'organisation du monde politique, qui sont des questions complexes et bien plus profondes. Et là, pour le coup, moi, je n'irai pas parler de sa responsabilité individuelle, parce que ça, lui, il est le produit de ce système. Il en est pas à l'origine, quoi. Mais là, on peut faire la critique sur les deux plans des organisations, c'est-à-dire, tu parlais tout à l'heure de l'investiture des militants avec leurs propres thèmes, etc. C'est aussi, dans la France Insoumise, il y a eu plein de gens qui ont été investis, ça s'est super bien passé, qui venaient d'autres combats, je pense à Alma Dufour, ou voilà, et qui sont devenus des insoumis très engagés, et ça marche très bien, et le réseau insoumis les adore. Là, le l'IS Loufoque, ça n'a pas marché, mais le format lui-même de prendre des gens de l'extérieur qui ont un petit peu une renommée pour pouvoir les mettre en avant en termes de communication et en termes de réseau, bah voilà, ça peut se retourner. Et à un moment donné, il faut peut-être aussi faire en sorte, comme tu dis, de faire grandir des cadres, des gens du terrain, voilà, mais ce que faisaient les organisations un peu plus traditionnelles, il y en a historiquement, la majorité des députés sont des gens de terrain, mais il y a un deuxième cercle là. Moi, je suis pas sûr que ce soit une bonne chose, voilà, d'aller chercher des gens qui ont une notoriété extérieure et des propres combats, parce que on l'a vu nous aussi, par exemple, avec Caron. C'est un peu le même style qui s'est passé. Ça crée du danger, ça crée, je pense, de l'inconsistance politique, on le voit là. Et plus généralement, sur le fait de la vie politique, oui, moi je pense que participer à la vie politique, c'est comme, ça devrait être comme participer à l'éducation de ses enfants. Ça ferait partie de la sécurité sociale totale, c'est-à-dire d'avoir une caisse de cotisation patronale pour pouvoir maintenir le salaire des gens quand ils sont 5 ans conseillers régionaux, quand ils sont 5 ans députés, etc. Que les entreprises devraient mettre à disposition leurs salariés, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils retrouvent leur place une fois qu'ils aient fait des mandats, que les mandats soient limités dans le temps pour éviter effectivement cette professionnalisation de la politique qui crée... ce que Zoé adore aussi, des écoles comme Sciences Po qui fabriquent des professionnels de la politique avec autour d'eux des professionnels, des cabinets de professionnels de politique. Voilà. Non, ça devrait être une activité au maximum déjà permanente, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on travaille moins, par exemple. Voilà. Nous, on est pour la semaine des 4 jours, voire des 3 jours. Voilà. Tout le monde va venir sur notre ligne des 4 jours, donc il va falloir qu'on propose les 3, Zoé. Mais quand tout le monde sera à 4 jours, on proposera les 3. Mais voilà, de se dire aussi que c'est aussi des moments où on peut participer à la vie publique, le rendre en relation avec aussi le travail, faire qu'on travaille moins, de mettre à disposition, comme je disais précédemment. Donc ça, c'est important que les programmes politiques s'emparent de cette façon dont on pense la permanence de la démocratie. La démocratie dans les sociétés libérales, le problème n'est pas qu'elle soit représentative. Il y a un souci là-dessus. Le problème, c'est qu'elle est extrêmement
temporaire, discrète, comme on dirait pour, tu sais, en mathématiques, comme un point, quoi. C'est-à-dire, c'est quelques événements de choix de qui va choisir à ta place. Voilà, et c'est pour ça que ces choix-là de gens qui choisissent à la place des autres sont des postes extrêmement convoités, parce que bien payés, parce que avec de la notoriété, et donc, forcément, ça crée des professionnels et de la concurrence pour les avoir, et des gens qui s'y attachent, quoi. Donc, c'est un vrai souci, quoi. Et la possibilité de placer tes potes aussi, parce que tu sais, c'est en fait tout ce truc est très nébuleux, tu sais, quand tu te retrouves, je sais pas, assistant parlementaire ou machin, des gens qui sont tes potes, bref, tout est questionnant dans ces systèmes-là, et encore une fois, c'est vraiment une question d'organisation de la vie politique et d'organisation du militantisme qui se pose à nous, qui militons dans une France où, depuis 40 ans, on a littéralement détruit les structures militantes, quoi. Alors, on va continuer l'article, puis on va terminer, on en a dit beaucoup de choses déjà. Pas de quoi mettre fin aux messages de haine sur les réseaux sociaux, forçant Lies Loufoque à supprimer son compte X. Dans mon texte, j'avais pesé chaque mot pour qu'il n'y ait pas de confusion. J'ai toujours dit que mon soutien à cette cause s'évalue aux actes concrets, poursuit-il en rappelant que le 11 décembre dernier, lors d'une journée de niche parlementaire des députés socialistes, une proposition de loi visant à protéger les mineurs isolés et à lutter contre le sans-abrisme a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale. Une proposition de loi dont le rapporteur n'est autre que Emmanuel Grégoire. J'ai refusé d'être sur sa liste. Ma position de soutien à Emmanuel Grégoire, ce n'est pas un scoop. C'est une surprise pour personne. J'avais toujours été claire avec les Insoumis. Ça ne tombe pas du ciel, poursuit le militant. Pourtant, la prise de position de Lies Loufoque n'a pas été perçue ainsi. Certains reprochant une décision opportuniste de celui qui, notamment, a participé à l'élaboration du programme de la candidate LFI, Sophia Chikirou, sur le sujet de la protection de l'enfance. Mais ça explique peut-être pourquoi on ne t'entend pas en parler dans la vidéo postée par Emmanuel Grégoire, Lies Loufoque. Et du coup, si ton objectif, c'est uniquement de faire avancer ta ligne sur tes sujets, pourquoi tu parles pas du fait qu'il y a un autre programme qui est bien ? Donc, stop se foutre de notre gueule aussi, tu vois. Enfin, à un moment, oh là là, mais pourtant, moi, j'avais toujours dit que... Enfin, c'est bon, en fait. Tu n'es pas un lapin de 3 semaines, nous non plus, arrêtons. Bien sûr, il y a eu des discussions avec Sophia Chikirou, mais aussi avec Emmanuel Grégoire. Et quand j'ai choisi de le soutenir, j'ai tout de suite refusé d'être sur sa liste. Je ne voulais plus subir la violence des campagnes politiques, explique le militant, révélant avoir voulu quitter à plusieurs reprises sa campagne grenobloise de 2025. Du coup, faut pas faire ça. Désolé. Ouais, mais alors du coup, c'est quand même extrêmement malhonnête de venir parler de ta difficulté à faire de la politique au moment où tu soutiens Emmanuel Grégoire pour dire, en fait, j'ai jamais aimé ça, même quand j'étais France Insoumise, mais c'est maintenant que j'accuse les réseaux France Insoumise d'être des harceleurs. En fait, tu n'aimes pas la politique, ce qu'on a dit depuis le début, tu n'aimes pas la conflictualité, d'où qu'elle vienne. Mais c'est seulement dans les colonnes de Bernard Arnault et du Parisien que tu viens la dénoncer et tu viens ajouter au narratif que la France Insoumise serait trop conflictuelle, trop violente et trop pour la guerre en politique. Vraiment, ta défense t'accuse, quoi. Vraiment, je trouve incroyable, quoi. En fait, là, il y a 2 possibilités. Soit tu sais ce que tu fais et donc tu mérites de te prendre ce que tu prends parce que t'es dans un agenda. Fin, oui. Soit tu te fais manipuler du début à la fin et là, mais... par pitié, coupe ton téléphone, ne réponds pas aux journaux du Parisien et protège-toi, quoi. Parce que là, vraiment, si tu n'as pas compris à quoi sert l'instrumentalisation de ta position actuellement, vraiment, tu te fais niquer de fou. Moi, je pense que c'est la première solution et je pense que tu es conscient, j'espère, tu vois, parce qu'en vrai, c'est pire si tu te fais niquer de fou. Comme quoi, faut entourer les gens, quoi, parce que sinon, tu te retrouves avec ça, c'est chaud. Ouais, c'est vraiment cata, quoi. Par 3 fois, j'ai voulu prendre ma valise et remonter à Paris. J'ai été pourrie par certains militants insoumis. J'ai été confrontée à cette violence parce que j'exprimais des divergences. Et à chaque fois, je suis revenue et c'est bien fait pour moi. Il m'a fallu 6 mois pour m'en remettre, rembobine-t-il, expliquant pourquoi il ne fait figure que de soutien à Emmanuel Grégoire à Paris sans apparaître sur sa liste. Alors moi, je sais pas ce qui s'est passé à Grenoble, Lies Loufoque, mais franchement, tu te fais parachuter pour choper éventuellement un poste de député. T'as plein de militants de terrain qui se tapent, c'est pas simple ce qu'ils se sont tapés les Grenoblois quand même, parce qu'ils se tapent Hugo Prévost, le gars pour qui ils ont fait la campagne comme des oufs et tout. En fait, ils se rendent compte que le mec avait des casseroles au cul de zinzin. Ils arrivent à gagner au poil de cul. Ils se retrouvent à devoir repartir en campagne 6 mois plus tard, alors que c'était épuisant les campagnes, parce que toi t'es fatigué, mais je pense que les militants de terrain aussi, ils étaient fatigués. On a enchaîné les européennes, après l'autre, il annonce la dissolution. Faut repartir dans une campagne express aux législatives et tout. C'est super dur tout ça pour te rendre compte que le gars, alors je crois qu'Hugo Prévost était pas totalement parachuté, mais un peu quand même. Je crois qu'il était originaire de Grenoble.
qui est parti ailleurs et qui Ouais. est revenu se faire présenter à Grenoble. Oui. Mais t'imagines comment il devait être dégoûté si en plus tu te tapes un gars qui en fait est pas tout à fait d'accord, je sais pas ce que t'appelles exprimer des divergences, mais est pas d'accord sur la ligne de ton parti, est pas d'accord sur la manière de faire la campagne et tout. Mais moi je me mets à la place des militants de terrain où c'est pas leur gueule sur l'affiche, c'est pas eux qui vont pouvoir capitaliser dessus, c'est eux qui sont les petites mains qui se tapent tout le boulot et tout, qui se tapent un gars qui est pas sûr de lui et qui veut rentrer à Paris tous les 3 jours, ça doit être un peu relou, hein, je pense. Hein. Ouais, c'est le beurre et l'argent du beurre. La question, c'est t'es allé jusqu'au bout. Si t'avais été élu député, est-ce que t'aurais refusé ton poste au final? C'est pas sûr. Donc c'est un peu simple, quoi. Voilà. Et puis faire croire que apporter son soutien à Emmanuel Grégoire, choisir de faire un soutien alors que tu sais que t'as 2 candidats qui se battent violemment. Je veux bien croire que tu sois pas un expert de la politique, Lies, mais tu sais qu'il y a 2 candidats qui se battent violemment. Tu sais que les 2 sont bons sur tes sujets. T'as quand même fait le choix d'en choisir un plutôt que l'autre. Je veux dire, t'aurais très bien pu dire, en tant que militant de gauche qui veut me mettre à distance de la vie politique, Emmanuel Grégoire et Sophia Chikirou me semblent avoir des programmes qui vont dans le bon sens. T'aurais pris rien du tout. Et là, t'aurais pu être dans une position de ne pas faire de politique, donc de ne pas prendre de violence politique. Là, le problème, c'est que tu as fait un choix dans une bataille politique et tu te plains de subir les foudres de la bataille politique. Bah, quand on rentre dans une bataille, oui, ça tire dans tous les sens, voilà, et ben on s'y expose, quoi. Sinon, on rentre pas dans la bataille, on regarde de loin et on se cache, quoi. Voilà, je sais pas comment mieux le dire. Allez, on va finir cet article par un petit paragraphe qui s'intitule « Je veux qu'on me fiche la paix ». Plus d'1 an plus tard, Lies Loufoque subit une nouvelle fois cette violence, lui qui pensait pouvoir l'éviter. J'ai fait exprès de ne pas être candidat, et voilà ce qu'il se passe. Maintenant, avec LFI, c'est terminé, je ne veux plus avoir affaire à eux. Mais voilà ce qu'il se passe, mais Lies Loufoque, c'est pas t'es allé acheter ton pain à la boulangerie et d'un coup on t'est tombé dessus. Tu apparais dans une vidéo de propagande de campagne du candidat à la mairie de Paris, Parti Socialiste, au moment où le Parti Socialiste essaye de revenir dans la danse, où la guerre des deux gauches se prépare pour la présidentielle, et tu apparais dans sa vidéo et tu es utilisé pour taper sur LFI, mais enfin, je veux dire, stop quoi, à un moment, c'est bon, c'est plus de la candeur là, c'est de la connerie en fait. Hein. Ouais. Désormais, mon engagement dans cette campagne sera plus que limité, poursuit Lies Loufoque, s'interrogeant même sur sa présence aux prochains événements du candidat de la gauche unie hors LFI. Bah, si t'as pas envie de te faire engueuler, n'y va pas, ouais, moi je pense. Hein. Maintenant, je veux qu'on me fiche la paix. Je suis responsable de 2 services de protection de l'enfance à Paris. Tous les jours, je vois des gamins dans des états pas possibles. Mon énergie, elle est pour eux, pas pour le reste. Ça, je peux capter. Ça, je peux capter. Mais encore une fois, sache ce que tu fais quand tu vas cirer les pompes du Parti Socialiste, qui sont en grande partie responsables de la situation dans laquelle sont les enfants dont tu dois t'occuper aujourd'hui. Bon, d'accord. Enfin, c'est vraiment en fait le pire du pire. Tu fais bien de le Bah rappeler oui. à chaque fois. À la fin, ça reste de la politique aérie parce qu'il n'y a pas de bilan de qui a fait quoi. Je veux dire, c'est Bah le oui. fond du fond. Hein. Nous, on a fait la vidéo là sur On ne veut plus avec Sophia Chikirou, mais le fond du fond, c'est que là, on a un Emmanuel Grégoire qui a soutenu toutes les politiques du PS. Il était adjoint, qui se fait passer pour un opposant à Hidalgo maintenant, tellement il a un nouveau programme. Enfin, on est dans une Et tu folie sers à absolue. ça. Tu sers à ça. Bon. Qui refuse de porter plainte pour le cyberharcèlement qu'il subit. Grand seigneur, merci beaucoup. Je ne vais pas en plus prendre cette charge-là. Mes réseaux sont fermés, je ne les consulte pas. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, je me protège en mettant à distance et en me consacrant entièrement à mon travail et aux interviews aux Parisiens du coup. Conclut-il. Et d'espérer que son soutien à la liste d'Emmanuel Grégoire ne lui soit plus reproché. En fait, tu ne peux pas espérer ça. Si tu ne veux pas qu'on te reproche le soutien au parti qui a trahi tous les idéaux de la gauche et pavé le néolibéralisme, qui a saccagé la totalité de nos services publics, qui a mis en place des politiques racistes, des politiques d'une brutalité absolue, d'accord ? Si tu ne veux pas qu'on te le reproche, ne soutiens pas ces gars-là. Désolé, hein. Ouais, clairement. Bon, bref, voilà. Bon, les amis. Est-ce que tu as envie de dire un mot de la fin, mon Chris ? Non, moi je trouve ça bien parce que ça montre l'état un petit peu du monde politique. En fait, on est dans un nouvel âge de la politique. Je vais te laisser conclure là-dessus parce que nous aussi, on essaye de rebâtir des choses, donc c'est très intéressant. Mais on est dans un nouvel âge de la politique où on a besoin, oui, effectivement, de structures, de cadres, d'unité, mais pas d'union, pas d'unitarisme bébête, et d'unionisme bébête, mais de centralité autour d'une vue, d'un programme, d'un corpus général, pas simplement une addition de bons combats. La politique, c'est pas ça. C'est une direction générale qui s'articule dans tous les combats et non pas plein de combats qui se réunissent. Donc tout ça, ça demande de la formation, du temps, ça demande de se voir en réel, ça demande de construire, ça demande du consensus. Voilà, ce que les réseaux sociaux ne permettent pas. Donc effectivement, il faut dénoncer quand ça prend trop de place et quand le militantisme de terrain en prend pas assez. Inversement, si on oublie les réseaux sociaux, on fait mal de la politique. Et puis on voit qu'on a effectivement des nouvelles têtes politiques qui viennent beaucoup de combats extrêmement sectorisés.
sectorielles, comme on dit, comme Niès Loufoque, qui sont profondément loin de ce que c'est la conscience politique, et donc il va falloir reformer tout ça. Moi je pense qu'il y a une vraie effusion, je pense qu'il y a plein de combats, de gens qui se posent la question du féminisme, de l'antiracisme, de l'écologie, voilà. La question c'est comment on rend, tout ça, non pas simplement articulé, aligné, mais vraiment comment on crée une synthèse de tout ça pour avoir une vision commune qui transcende et qui dépasse tous ces petits combats sectoriels. On en est encore loin. La France Insoumise en propose déjà un avec son idée de peuple qu'on peut critiquer, etc. En tout cas, c'est la pointe la plus avancée. Mais rien n'est jamais parfait en histoire et encore plus en histoire de l'humanité. Et on va s'atteler, nous, à aussi former, compléter, agrémenter et augmenter toute cette puissance qui émerge et dont on voit les limites ici. Parfaitement. Sur ce, il me reste à vous dire que La Brèche a besoin de vous, camarades. La Brèche, c'est notre association avec laquelle nous faisons un travail de médias internet militants, la chaîne Pas du Team, la chaîne On ne veut plus, sur laquelle on relaie des luttes, des conférences, etc. Les chaînes personnelles des membres de l'asso, notamment Padu. C'est aussi la revue en ligne Position Revue, et c'est aussi un pôle de militantisme de terrain sur lequel nous nous mobilisons sur des campagnes en particulier, campagne d'affichage. Nous l'avions fait pour le mouvement social du 10 septembre. Nous le faisons actuellement dans le cadre d'une campagne qui s'appelle Plus jamais PS et dont le nom est assez clair sur ses objectifs, pour laquelle on a fait donc du collage, de l'affichage, du tractage, mais aussi des événements, et notamment un événement où nous avons fait son bilan. Nous prévoyons beaucoup de choses pour cette année. Des podcasts vont arriver, des podcasts, des chroniques de l'exploitation que vous publiez dans Position Revue, qui sont vos expériences de travail, mais aussi des gros événements dont nous avons hâte de pouvoir vous parler très bientôt, avec notamment le sujet de l'anti-impérialisme qui va être au cœur de la question. Avec La Brèche, nous avons envie de faire beaucoup plus. Récemment, nous avons ouvert les adhésions. Nous avons de plus en plus de monde qui nous rejoignent, avec des gens assez incroyables dans l'équipe. Donc, on est super contents. Nous prenons acte de la situation actuelle du militantisme. Nous avons envie de pouvoir participer, comme plein d'autres organisations, à pouvoir réimposer des thèmes dans le débat public, et surtout à pouvoir reconstruire de la structuration militante, de l'organisation, pour pouvoir peser dans le débat public et faire advenir de la transformation politique. Nous sommes, comme vous le savez sûrement, des militants marxistes, et c'est cette ligne que nous souhaitons faire avancer plus que tout. Pour ça, nous avons effectivement besoin de moyens, d'autant plus que nous sommes très conscients qu'il va falloir que nous soyons de moins en moins dépendants des revenus des plateformes, pour de multiples raisons, parce que nous pouvons nous exposer à de la censure, parce que notre discours ne va pas tout à fait dans le sens du discours de l'ordre établi, mais aussi parce que les rémunérations sont en dollars, et au vu de l'instabilité politique internationale actuelle, nous savons que se faire payer en dollars n'est pas forcément un bon pari sur le long terme, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose en soi d'ailleurs. Pour ces raisons, nous faisons appel à vous. Nous avons besoin que vous nous souteniez sur le Tipeee. Ce qui nous aide le plus, ce sont les dons réguliers, pas forcément des dons très importants, 1, 2, 5 euros. Si tout le nombreux public qui nous regarde chaque jour fait ce petit effort, ça nous permet largement de pérenniser l'association, de pouvoir assurer les projets qu'on a déjà, prévoir de nouveaux projets, et surtout faire ce travail de structuration de notre association, ouvrir les adhésions d'une manière beaucoup plus large pour que vous qui avez envie de nous rejoindre puissiez le faire, et qu'on puisse vous accueillir dans de bonnes conditions, et qu'on puisse faire du travail militant qui soit le plus efficace possible. Merci beaucoup à ceux qui le font déjà, et un grand merci à ceux qui le feront. C'est grâce à vous qu'on peut faire tout ce qu'on est en train de faire, et c'est grâce à vous qu'on pourra faire encore plus tard. Merci encore à ceux qui le font, et on lâche rien. À plus tout le monde, salut. Salut les gens. Salut.